Mais, vu que tu es le fils du duc, on trouvera une solution parce que je peux t'assurer que si t'étais pas le fils de ton père, un petit con comme toi ne mettrait pas longtemps à cracher ce qu'il doit. Et maintenant, qu'est-ce que je dois dire? Tu te tais et tu te tiens peinard. Un néon vert qui clignote, un regard vide, une clope coincée entre deux doigts tatoués et ce silence pesant qui dit tout. Voilà l'ambiance. Pusher 2, c'est pas juste un film de gangster. C'est l'histoire d'un homme brisé qui cherche sa place. Un fils rejeté, un homme perdu en quête de sens. Et dans ce monde froid, brutal, il y a quelque chose qui frappe direct. La couleur. Laissez-moi vous présenter aujourd'hui ce film à part signé Nicolas Winding Refn. Deuxième volet de sa trilogie Pusher sorti en 2004. Et ici, l'image parle autant que les dialogues, parce que Refn, c'est vraiment un obsédé du visuel. Il pense tout en termes de lumière, contraste et saturation. Dans Pusher 2, 3 couleurs dominent. Le vert, le rouge et le jaune ocre. C'est pas pour faire joli. Chaque teinte a un rôle, elle raconte quelque chose sur Tony, le personnage principal. Refn a même confié qu'il travaille par contraste, et qu'il utilise souvent le rouge, parce que pour lui, le rouge, c'est l'émotion. Faut savoir un truc, il est daltonien. Il voit mal certaines nuances, du coup il pousse les couleurs à fond. Résultat, des images qui claquent, qui dérangent et qui marquent. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est prendre les 3 couleurs dominantes et voir comment elles sont utilisées. Dans les décors, les éclairages et le cadre. Mais aussi ce qu'elles nous disent sur l'état d'esprit de Tony, sur ses blessures, ses colères et ses silences. On parlera de scènes précises et d'interviews de Refn. En bref, on va plonger dans les couleurs comme outil narratif. Et vous verrez, une fois qu'on les a repérées, impossible de ne plus les voir. Le vert, dans Pusher 2, c'est pas juste une couleur, c'est vraiment une sensation. Un malaise, un truc qui te colle et qui te lâche pas. Dans beaucoup de scènes, ce vert-là te saute au visage. Il est partout, dans la lumière, les néons, les murs, parfois même dans les visages. Et c'est pas un hasard. Refn l'utilise pour plomber l'ambiance, pour créer quelque chose de froid, de malsain, presque maladif. Il y a cette scène par exemple, Tony dans une salle de bain face à un miroir. Il se regarde mais on sent qu'il se reconnaît pas. Le néon vert éclaire son visage d'une lumière crue. Il a l'air blafard, livide, presque mort-vivant. Et ça, c'est pas juste un effet stylé, c'est le reflet exact de son mal-être. Le mec se dégoûte, il sait qu'il vaut rien et il le ressent jusque dans sa peau. Ce verre-là, on le retrouve aussi dans le garage de son père. Et un lieu froid, éclairé par des néons industriels où tout semble sale et figé, presque inhumain. Et encore une fois, les visages sont verdâtres, les ombres sont dures. Ça donne l'impression que ces personnages vivent hors du monde, comme s'ils étaient déjà en décomposition intérieure. Symboliquement, le vert dans ce film, c'est pas juste la nature et la fraîcheur. Ici, c'est la pourriture morale, l'aliénation et l'étouffement. C'est le style qu'il y a un truc qui va pas, quelque chose de profondément toxique. Et pour Tony, c'est double peine. Il est perdu. Il baigne dans un univers qui lui renvoie constamment son échec en pleine figure. Il rêve d'être respecté par son père et d'être reconnu. Mais au fond, il sait que ça n'arrivera jamais. Et ce vert-là, il est là aussi pour traduire cette inexpérience. Être vert, c'est être naïf. Et Tony, c'est exactement ça. Un mec pas prêt pour la vie qu'il mène, pas prêt à être père et pas prêt pour le crime. On se pousse. Allez, hop là. Ça y est? Bah presque ouais, sauf que je peux pas rentrer moi. Allez mec, poussez-vous quoi. Y'a plus de place pour Tony? On va pas le laisser. Allez, poussez-vous, merde. C'est pas possible. Attends, de ce côté-là. Serrez-vous. T'es sûr? Et ça va, j'ai compris. Attends, Y'a plus de place. je crois que j'ai trouvé. Non, pas question, pas le droit, c'est interdit. Je conduis pas avec un mec dans le coffre. Refn joue justement sur cette couleur pour piéger Tony dans son propre monde. Et le spectateur aussi d'ailleurs. On est souvent en gros plan, enfermé avec lui, coincé dans des cadres serrés. Et cette lumière verdâtre, elle devient comme une cage, une prison mentale. Le chef OP du film, Morten Soborg, pousse cette esthétique jusqu'au bout. Des verres froids, glauques, presque chimiques. Résultat, on ressent physiquement le mal-être de Tony. Chaque fois qu'il se plante, qu'il se fait humilier, qu'il réalise qu'il est un raté, la lumière verte revient. Comme un signal, comme une couche de dégoût qui vient recouvrir son monde. Et c'est ça qui est fort. Le vert ici, c'est pas juste une couleur d'ambiance, c'est un outil narratif, un miroir. Il nous fait entrer dans la tête de Tony sans en décrocher un seul mot. Ça entre? Si. Tu t'appelles bien Jeannette? Oui, on t'a parlé de moi en bien. Ouais, on peut dire ça. T'es pire qu'une ordure pour moi. Si le vert, lui, nous glaçait,
le rouge nous brûlera. Dans Pusher 2, le rouge n'est pas une couleur de fond. C'est une déflagration. Il surgit, il envahit l'image, et quand il est là, on sait qu'un truc fort est en train de se passer. Une crise, une humiliation ou un dérapage. Refn l'a lui-même dit. J'emploie beaucoup de rouge qui véhicule l'émotion. Le cinéma est d'abord un média visuel, les mots n'ont pas d'importance. Et ça se sent. Le rouge, il s'en sert comme d'un cri, comme d'un poing sur la table. Il l'utilise pour extérioriser ce que Tony n'arrive pas à dire. Il y a une scène, en particulier, qui te reste en tête. Tony, perdu, mal dans sa peau, invite 2 prostituées dans une chambre d'hôtel. Il croit que ça va le rassurer et lui redonner confiance, mais non. Il se retrouve impuissant. Et là, Refn fait basculer l'ambiance. La pièce entière passe au rouge, une lumière saturée, intense. Les murs, le mobilier, même l'air semble trempé de sang. Et tu le ressens réellement dans ton corps. T'as chaud, t'es mal à l'aise, le rouge te met dans la peau de Tony. Sa honte, sa frustration et son malaise, tu les vis avec lui. Ce rouge-là, c'est la luxure qui vire à l'humiliation. C'est le désir qui tourne au cauchemar. Ce n'est pas une scène sexy, c'est un enfer visuel. Et paradoxalement, c'est brillant. D'ailleurs, dans tout le film, le rouge est étroitement lié à la violence et au sang. Et c'est pas pour rien si le sous-titre du film, c'est du sang sur les mains. Le point culminant, le meurtre du père. Tony, humilié encore et encore, finit par craquer. Il poignarde le duc, son propre père, une scène brutale mais filmée presque sobrement. Et c'est ça qui est puissant. La lumière n'est pas rouge, elle est jaune, sale, presque terne. Parce que le rouge, cette fois-ci, n'est plus autour de lui, mais en lui. C'est comme si le rouge était passé de l'image au personnage. Le sang devient un prolongement de sa rage, de tout ce qu'il a encaissé. Et maintenant, ça explose. Et cette symbolique, Refn les tire jusqu'à des détails, comme la Ferrari rouge que Tony vole pour l'offrir à son père. Un geste de gosse qui veut prouver qu'il existe, qu'il a de la valeur. Mais ça ne marche pas. Le père le démonte verbalement et cette voiture rouge vif, posée là, dans ce garage triste et gris, devient un symbole. Un rêve éclatant, coincé dans une réalité sordide. C'est là toute la vie de Tony résumée en une seule image. Il veut l'amour et le respect, mais il choisit toujours le mauvais chemin. Le rouge chez Refn revient souvent par petites touches, mais il marque à chaque fois. Néon de bar, enseigne, feu arrière, voiture ou encore ampoule. Et surtout, le sang. Sur fond visuel souvent désaturé, chaque apparition rouge est un choc, un pic d'intensité. Et ce rouge-là, c'est aussi ce qui rend Pusher 2 si viscéral. Il crée une tension presque physique, le spectateur ne comprend pas seulement les émotions de Tony, mais il les ressent, dans ses tripes, dans ses nerfs. Ce n'est pas de la mise en scène pour faire joli, c'est de la mise en scène pour te plonger dedans, te faire vivre l'instant, même quand ça fait mal. D'ailleurs, comme on l'a vu, après le meurtre de son père, le rouge n'est plus seulement autour de lui, il passe littéralement dans ses mains. Il les regarde couvertes de sang et ce geste simple en apparence dit tout. Le rouge jusqu'alors qui envahissait les décors et les lumières ainsi que les murs est maintenant sur lui. Ce n'est plus une ambiance, c'est une trace physique, une prise de pouvoir, une rupture totale. Alors comme ça, t'as pas été capable de faire un truc facile que n'importe qui peut faire les doigts dans le nez, hein? T'as pas pu, hein? Tu n'es qu'une raclure. Une nullité. Tu ne penses qu'à ta gueule de larve. Tu penses à Valdemar? Et à moi? Hein? Tu veux qu'il te ressemble? C'est ça, hein? Qu'il soit fils de putain, comme toi? Ah! Je ne veux plus jamais te voir. T'es pire qu'une ordure pour moi. T'es un rien du tout. T'as jamais compté. Si le vert nous faisait suffoquer et que le rouge nous frappait en pleine poitrine, le jaune, lui, râpe l'âme. Il ne hurle pas, mais il rôde partout. Dans Pusher 2, le jaune a vraiment une place spéciale. C'est pas un jaune vif, lumineux ou solaire, non. C'est un jaune sale, délavé, presque nicotiné. Le genre de teint qui te donne l'impression que tout est vieux, fatigué, usé jusqu'à la corde. C'est la lumière des lampadaires la nuit, la patine de mur trop longtemps exposée à la fumée, aux disputes, à l'oubli. C'est le jaune de l'abandon quotidien. Et ça, Refn s'en sert pour donner au film un réalisme poisseux, une sensation de vie qui s'effondre en silence. Quand Tony erre dans les couloirs, s'assoit dans un bar miteux ou attend dans une arrière-salle glauque, regardez bien les murs ainsi que les lumières. Tout est jauni, terni. On dirait que le monde autour de lui a renoncé à être vivant. Ce jaune-là, il a un effet particulier. Il n'attaque pas comme le rouge, il n'écœure pas comme le vert. Il fatigue, il désespère. Il donne l'impression que rien ne changera jamais. C'est une couleur qui dit « la vie continue », mais c'est pas forcément une bonne nouvelle. Même quand il y a le rouge ou le vert à l'écran, l'image reste jamais neutre. Elle est trempée dans cet espace de jaune-brun, comme si la caméra filtrait le monde à travers un vieux rideau crasseux. Et symboliquement, c'est fort. Ce jaune sale, c'est la stagnation. L'immobilisme d'un monde sans espoir où tout est figé dans la médiocrité, où Tony tente d'avancer mais tourne en rond dans les lieux qui lui ressemblent. Défraîchi, oublié, usé.
Et pourtant, dans Pusher 2, même ce jaune-là peut changer de ton. À la fin du film, il y a un basculement subtil. Après l'explosion de violence, le meurtre du père, Tony prend son fils dans ses bras et sort. Il quitte l'enfer. Il laisse derrière lui le garage, les néons verts, les lumières rouges. Et là, tout doucement, l'éclairage change. On n'est plus dans la lumière artificielle d'un intérieur sordide. On est dehors, dans la nuit, peut-être même dans la première lueur de l'aube. Ce nouveau jaune, légèrement plus doux et moins sale, c'est sûrement le seul vrai moment de respiration du film. Il n'y a pas de musique héroïque, juste une symphonie rocailleuse. Pas de grands discours, mais juste cette lumière, un peu plus naturelle, un peu moins malade. Peut-être que ce n'est rien, peut-être que Tony retombera, mais sur l'instant, il fait le bon choix. Il prend son fils et il quitte le cycle. Et là, ce jaune timide, presque fragile, devient autre chose. Il n'est plus le reflet de la déchéance, mais celui d'une chaleur possible, d'un espoir, d'un changement à peine esquissé. C'est subtil, mais Refn le sait. Parfois, une couleur suffit à tout dire. Ce jaune-là, c'est la trace d'humanité qui reste, celle que Tony pensait avoir perdue, celle qui, peut-être, commence à renaître. Oui. Maman, c'est moi. Qui, moi? C'est moi, Tony. Qui? Allô? Je peux parler à ma mère? Vous vous trompez, monsieur. C'est quoi ce cirque? C'est bien le 3e étage droite? Je peux vous aider? Bah ouais, ma mère elle s'appelle Hélène et elle habite ici. La dame qui vivait ici est décédée. Comment ça? Elle est morte. En mélangeant le vert, le rouge et le jaune, Nicolas Winding Refn a créé bien plus qu'un style visuel. Il a construit un langage chromatique. Chaque couleur joue un rôle bien précis. Le vert, c'est le mal-être, le froid, le corps qui se dégoûte. Le rouge, c'est la rage qui explose, l'émotion brute, la violence sans filtre. Et le jaune, c'est le quotidien qui étouffe. La grisaille d'un monde sans horizon, mais peut-être quelque part une lueur d'espoir. Ensemble, ces teintes dessinent la chute ainsi que la fragilité remontée de Tony. Du jour où il sort de prison, écrasé par un monde qui le méprise, jusqu'au moment où il décide enfin de casser le cercle et de partir avec son fils. Tout le film, en fait, c'est ça, une plongée sensorielle dans la tête d'un mec à la dérive totale. On ne nous le raconte pas avec des dialogues, on nous le fait ressentir. Le rouge te serre à la gorge, le vert, lui, te retourne le ventre, et le jaune te colle une fatigue que tu ne peux pas expliquer. Et c'est ça la force de Refn. Il utilise la couleur non pas pour décorer, mais pour traduire l'invisible, les émotions, les blocages, ainsi que les silences. Au final, Pusher 2, c'est une œuvre âpre, brutale, mais d'une cohérence visuelle hypnotique. Les couleurs ne sont jamais là pour faire joli, elles sont là pour te parler sans un mot. Au final, ça raconte la chute d'un homme, mais aussi ce petit geste de rédemption. Ce moment minuscule où il prend son fils et s'éloigne. Et dans cette dernière lumière, un peu moins sale que les autres, on se dit qu'il y a peut-être encore quelque chose à sauver.